Et on va écouter dans quelques instants, alors que la procureure de Paris s'installe, ce qu'elle a à dire des suites de l'enquête qui a lieu en ce moment pour comprendre qui, comment on a pu voler donc des bijoux au musée donc, du Louvre. C'était il y a 10 jours. La procureure donc, qui va prendre la parole dans quelques instants. Écoutez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus disponibles pour cette conférence de presse qui m'apparaît légitimée par l'importance de l'enquête et la mobilisation de chacun qui a accompagné les faits de cambriolage au musée du Louvre. Alors, si je m'exprime aujourd'hui devant vous, c'est parce que l'enquête sur le cambriolage du Louvre a suscité un considérable émoi, mais elle a aussi connu des avancées majeures. Sont présents à mes côtés Monsieur le commissaire général Carreau, qui est le chef de la brigade de répression du banditisme, Monsieur le colonel de gendarmerie Jean-Baptiste Félicité, qui est le chef de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, et un peu plus loin à ma gauche, Monsieur Florent Bourrat, procureur adjoint en charge de la division de la GIRS et de la JUNALCO, donc de la division de la criminalité organisée du parquet de Paris. J'ai voulu qu'ils soient les uns et les autres à mes côtés afin de saluer l'engagement exceptionnel de l'ensemble des services placés sous leur autorité respective, et je les en remercie très sincèrement. Depuis les faits, cette enquête est dirigée par les parquetiers de la GIRS, donc de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Paris. 7 jours sur 7, jour et nuit, magistrates et magistrats ont pu délivrer ou obtenir des juges des libertés et de la détention toutes les autorisations nécessaires à une action dans la plus grande immédiateté. Tous les policiers de la BRB, brigade de répression donc, du banditisme, de la préfecture de police, se sont sans discontinuer mobilisés dans la traque des voleurs et dans la recherche des bijoux. À leur côté, ont conjugué leur savoir-faire dans les mêmes objectifs, les enquêteurs de l'OCBC, tous les spécialistes du service régional de police technique et scientifique qui ont réalisé et analysé plus de 150 prélèvements, les laboratoires de la préfecture de police qui ont réalisé dans la plus grande urgence les expertises nécessaires, les policiers de la BL2C, donc de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, qui ont déployé toutes les investigations techniques sur la cyber, la brigade de recherche et d'intervention, qui a été engagée dans les opérations d'interpellation. Ont également été sollicités les renforts des autres brigades de la police judiciaire parisienne, la brigade criminelle, la brigade de protection des mineurs, la brigade de répression du proxénétisme, la brigade d'exécution des décisions de justice, la sous-direction cyber et financière, ainsi que tous les services territoriaux. En résumé, je veux souligner cette mobilisation exceptionnelle de tous. Au total, une centaine d'enquêteurs ont travaillé tout au long de la semaine, nuit et jour, pour identifier au plus vite les malfaiteurs et tenter de retrouver les bijoux. La procédure comporte actuellement 189 scellés de toute nature qui ont été constitués sur les lieux du vol et lors des perquisitions. C'est grâce à tout ce travail que le samedi 25 octobre, dans la soirée, il a pu être procédé à l'interpellation de 2 hommes. L'un a été arrêté à 20 h à l'aéroport de Roissy, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Algérie sans billet de retour pour la France. Le deuxième suspect a été interpellé à 20h40 à proximité de son domicile. Rien ne permet d'affirmer qu'il était en partance pour l'étranger, contrairement à ce que certains médias ont diffusé. Ces 2 hommes sont soupçonnés d'être ceux qui ont pénétré dans la galerie d'Apollon pour s'emparer des bijoux. Le premier, âgé de 34 ans, est de nationalité algérienne. Il vit en France depuis 2010, plus précisément à Aubervilliers. Il était sans activité au jour de son interpellation, mais il avait auparavant exercé les professions de ripper et de livreur.
Déjà connu des services de police et de justice pour des faits relevant essentiellement de la délinquance routière, il a également été condamné pour un fait de vol. Il a été ciblé grâce aux traces ADN retrouvées sur un des scooters ayant servi aux malfaiteurs. Le deuxième suspect est âgé de 39 ans. Il réside à Aubervilliers, où il est né. Il déclare exercer clandestinement l'activité de chauffeur de taxi, mais avait lui aussi exercé la profession de livreur. Il est déjà connu pour des faits de vol aggravés, perpétrés en 2008 et 2014, et il est par ailleurs sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de vol aggravé qui doit être jugée en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny. Il a relaté au cours de son audition que sur les faits de vol lui ayant valu ces condamnations, il s'agissait d'un fait de vol dit à la voiture bélier sur un distributeur automatique de billets. Son ADN a été retrouvé sur une des vitrines fracturées ainsi que sur des objets abandonnés au cours de la fuite. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans certains médias, cet ADN ne résulte pas de l'exploitation d'un cheveu ni de l'exploitation d'un gilet jaune. À l'heure où je vous parle, tous deux ont partiellement reconnu leur participation aux faits devant les enquêteurs. Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats instructeurs en vue de leur mise en examen pour les infractions de vol au pluriel en bande organisée, crime faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle et d'une forte amende. De la même façon, la qualification d'association de malfaiteurs a été retenue, délit faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement. Ils seront ensuite présentés devant un juge des libertés et de la détention, leur placement en détention provisoire ayant été requis. Ultérieurement, ils seront réentendus par les magistrats instructeurs et seront libres de faire évoluer leurs déclarations. L'ensemble des membres de l'équipe de malfaiteurs n'ayant pas été interpellés, je ne détaillerai pas davantage les éléments dont nous avons connaissance. Le dossier, désormais accessible aux avocats des personnes présentées, l'enquête reste en revanche secrète vis-à-vis des personnes encore recherchées. Les bijoux ne sont, à l'heure où je vous parle, pas encore en notre possession. Je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la Nation. Ces joyaux sont dorénavant, bien évidemment, invendables. Pour rappel, s'il en était besoin, quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel de ce crime. Il est encore temps de les restituer. S'agissant du déroulé des faits, nous savons maintenant que le camion nacelle qui a été utilisé pour pénétrer dans la galerie d'Apollon avait lui-même été volé le 10 octobre 2025, peu avant 9 h, dans une commune de Louvre, dans le Val d'Oise, 10 octobre 2025. La victime de ce vol a expliqué avoir été sollicitée pour un déménagement. Arrivée sur le lieu du rendez-vous, elle avait été maintenue sur place par 2 hommes qui s'étaient emparés des clés et de son véhicule. Un minutieux et monumental travail d'analyse des vidéosurveillances de la ville de Paris, de tous les secteurs pensés comme lieu d'arrivée sur les lieux des faits et de fuite, a été effectué par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme. Cela a permis de reconstituer le parcours des malfaiteurs avant l'attaque du Louvre. Nous avons ainsi pu comprendre que ceux-ci s'étaient d'abord retrouvés à un point de rencontre. Ils ont alors changé de véhicule avant de se rendre au musée du Louvre. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance du musée et de la ville de Paris a révélé également la présence d'au moins 4 malfaiteurs sur le lieu de commission des faits. 2 d'entre eux, vêtus de gilets jaunes afin de se faire passer pour des ouvriers, se sont hissés avec la nacelle, manœuvrés par leurs comparses, à hauteur de la galerie d'Apollon.
Ils en ont brisé la vitre à 9h34, se sont dirigés vers 2 vitrines d'exposition dont ils ont découpé la vitre, le verre à la disqueuse, et ils se sont emparés des bijoux. À 9h38, ils sont ressortis par le même moyen. La couronne d'Eugénie qu'ils ont laissée tomber au cours de leur fuite a pu être récupérée par les enquêteurs. La directrice du Louvre a fait savoir combien il serait délicat de la restaurer. Les employés du Louvre présents dans la galerie ont veillé à l'évacuation sans danger des visiteurs. Une vingtaine de témoins a été entendus par les enquêteurs. Si l'irruption des intrus dans la galerie et l'usage des disqueuses ont pu effrayer, personne n'a spécifiquement évoqué avoir été menacé. Contrairement à ce qui circule dans certains médias, rien ne permet à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité quelconque au sein du musée. Certains ont vu les fuyards tenter d'incendier le camion nacelle par lequel ils sont arrivés. Des traces d'essence ont effectivement été retrouvées sur le véhicule ainsi qu'un jerrycan. L'arrivée concomitante des services de police et de sécurité du musée a empêché les malfaiteurs d'y mettre le feu. Les 2 voleurs ont donc rejoint les 2 autres malfaiteurs et ont pris la fuite sur les 2 scooters par les quais de Seine. Ils ont rejoint leurs autres véhicules stationnés à distance pour prendre la direction de l'Est parisien. Désormais, les investigations se poursuivent sous la direction de 2 magistrats instructeurs du pôle de lutte contre la criminalité organisée, avec la même détermination collective, le même soutien du parquet et évidemment les mêmes objectifs. L'émoi et la curiosité de chacun sur cet événement se comprennent aisément. Toutefois, la suite des investigations, je le rappelle, nécessite pour être menée de manière efficace la plus grande sérénité et la plus grande discrétion. C'est la raison pour laquelle je n'en dirai pas davantage ce soir. Si de nouveaux éléments étaient communicables, nous reviendrions vers vous ultérieurement. Merci de votre attention et je vais maintenant prendre quelques questions, même si évidemment je ne pourrai pas répondre à tous et ne pourrai pas vraiment aller au-delà de ce que je viens de vous préciser. Merci beaucoup. Je ne sais pas si certains souhaitent. Bonjour, Maxime Clérusa pour BFM TV. Est-ce que vous avez des pistes de l'ADN éventuellement pour les 2 autres malfaiteurs toujours en fuite? Merci. Comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup d'éléments à exploiter et bien sûr les investigations se poursuivent, mais je n'en dirai pas plus. Bien, ça fait partie des, j'allais dire, des techniques policières habituelles, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'il faut souligner dans ce dossier, c'est la mobilisation intense de l'ensemble des services enquêteurs. Je les ai détaillés tour à tour parce qu'ils sont effectivement très nombreux. Ce week-end et les jours suivants, non seulement les services spécialisés dans la répression du banditisme, mais toutes les brigades centrales et tous les services territoriaux de la préfecture de police et tous les enquêteurs, eh bien, ont exploité l'ensemble des scellés et soit c'est dans un cas, c'est la piste de la vidéoprotection qui est exploitée, soit ce sont les traces ADN qui parlent, et puis lorsque ces traces ADN sont recueillies, eh bien, on les compare. Si ces gens, et vous l'avez vu, puisque les 2 suspects tels qui sont présentés aujourd'hui devant le magistrat instructeur sont déjà connus de la police, eh bien, nous avons ce que les services de police appellent le match. Et une fois que les dossiers matchent, il faut retrouver les adresses actuelles et puis ensuite procéder aux interpellations. Vous le savez, je crois que ce n'est pas la peine de le dissimuler aujourd'hui. L'annonce du départ possible d'un des suspects le samedi a évidemment entraîné une accélération des interpellations auxquelles nous souhaitions procéder. Et donc, mais là encore, je dirais que la mobilisation et la technicité des services policiers qui étaient sur le terrain a permis de procéder à ces interpellations. Est-ce
Est-ce qu'ils ont dit un peu de ce qu'ils comptaient faire de ces bijoux? Je n'en dirai pas davantage sur leur déclaration. D'abord, pour une raison, c'est parce qu'ils sont en train de s'exprimer peut-être à nouveau devant les magistrats instructeurs et que je ne souhaite pas en dire davantage. Et puis, même si vous êtes tous très attentifs, je ne saurais complètement exclure le fait que leur comparses et leurs co-auteurs puissent écouter ce que je vous dis, et dès lors, ma réserve tiendra également à ce fait. Can I ask a question of Monsieur Caro, my colleague will translate? Alors aujourd'hui, donc, de toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, lorsque nous aurons des éléments nouveaux, et je l'espère que nous les aurons, cette conférence de presse s'effectuera à plusieurs voix dans cette temporalité des investigations. Pour le moment, je prends seule la parole aujourd'hui, et la présence des enquêteurs à mes côtés, encore une fois, c'est pour saluer leur travail collectif. So, Madam, can I ask you, do you believe that either of the two men who were charged was the ringleader, or is the mastermind still at large? Je ne répondrai pas sur l'intégralité des auteurs qui sont susceptibles d'être impliqués dans cette enquête, car encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le dire au tout début de mes prises de parole, nous avons, par les systèmes de vidéo surveillance et protection, identifié avec certitude la possibilité de l'implication de 4 malfaiteurs. Nous n'excluons pas la possibilité d'un groupe plus large avec un commanditaire, voire une personne susceptible d'être destinataire des joyaux qui ont été dérobés. Je ne répondrai pas à cette question parce que vous répondre, ça serait indiquer un certain nombre d'éléments dont nous souhaitons continuer les exploitations et également répondre à dire à peu près ce qu'ils auraient pu déclarer. Ce à quoi je me refuse. Voilà. Encore 2 dernières questions et après je vous remercierai de votre attention. Pour Ms. Margarnian, est-ce que vous pensez qu'ils étaient conscients du type de vol qu'ils effectuaient? Et est-ce qu'on peut également savoir pour quel type d'infraction ils sont connus de la police? Vous avez précisé qu'ils étaient connus de la police. Donc, comme je vous l'ai dit, le fait qu'ils allaient voler des bijoux ne me fait dans mon état d'esprit aucun doute. La suite de l'histoire vous démontrera ou nous démontrera collectivement la manière dont ils ont structuré leurs opérations que j'ai qualifiées d'opérations commando. Leur profil, encore une fois, je vous l'ai décrit, c'est-à-dire que pour certains, c'était essentiellement des profils de délinquants routiers, plus déjà connus pour un fait de vol, mais sans circonstances aggravantes. Et quant au deuxième suspect, il était connu pour un certain nombre de faits, dont des faits de vol, et l'un plus particulier, mais ça, là, je vous livre ses propres déclarations sur son histoire judiciaire, c'est-à-dire des faits de vol aggravé qui consistaient dans un vol voiture bêlée, c'est-à-dire on fonce sur les distributeurs de billets pour s'emparer des biens qui y sont mis. Merci. On verra dans l'ADN que vous avez retrouvé. De presse est fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter si les voleurs ils ont essayé de endommager ou aussi vendre les bijoux? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose par rapport aux bijoux? Pour le moment, les investigations se poursuivent et ça fait partie des choses sur lesquelles je ne souhaite pas m'exprimer aujourd'hui. Je vous en remercie. Sur les 150 traces d'ADN qui ont été retrouvées, est-ce que certaines ont matché avec des individus déjà connus des services de police, autres que les 2 suspects qui sont actuellement en garde à vue? Je ne me livrerai à aucune déclaration sur les éléments qui sont encore à notre possession. Merci. Allez, pour équilibrer avec une dame. Madame. Merci. Ce matin, le policier ont dit qu'en fait, ils n'ont pas reçu le premier appel du musée, la première fois qu'ils ont entendu parler d'un vol. C'était une cycliste qui est passée vers 9h36. Alors ça fait presque 30 secondes après le premier appel du musée. Est-ce qu'il y avait un décalage là alors? Vous n'avez pas Moi, ce que je constate, comme j'ai pu vous le dire dans ces quelques propos que j'ai pu vous tenir aujourd'hui, c'est que l'arrivée des services de police est concomitante avec les services de surveillance du musée et que c'est cette arrivée quasi immédiate dès que l'alerte est donnée qui a empêché les malfaiteurs de mettre le feu au camion nacelle qu'ils avaient utilisé et qui, évidemment, nous a donné l'opportunité de réaliser sur ces véhicules un certain nombre de recherches de traces et de preuves.
Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère pouvoir vous dire, rendez-vous une prochaine fois où tout le monde prendra la parole. Ce serait significatif d'encore un plus grand succès dans cette enquête. Merci à tous. Voilà pour la prise de parole de la procureure de la République de Paris. Les 2 hommes interpellés sont notamment donc poursuivis pour association de malfaiteurs. Ils ont partiellement reconnu les faits. Je veux souligner cette mobilisation de tous pour identifier les malfaiteurs et tenter de retrouver les bijoux, a indiqué la procureure. Retrouvons au Louvre Julie Dengeloff. Julie, vous avez suivi cette prise de parole de la procureure. Les bijoux n'ont pas encore été retrouvés d'après elle. Non, mais la procureure a lancé un appel et notamment indiqué qu'ils étaient invendables et qu'il n'était pas trop tard pour les restituer. Un appel éventuellement aux personnes qui auraient pu les récupérer. Elle leur a également rappelé qu'ils pourraient être condamnés pour recel si ils étaient arrêtés. Ici, évidemment, au Louvre, ce vol spectaculaire digne d'un film fait beaucoup parler. On voit encore des gens qui se prennent en photo sous la fenêtre et qui nous parlent et qui viennent du monde entier pour voir ce qui s'est passé. La procureure qui en a également dit plus sur la mobilisation en cours pour tenter de retrouver ces bijoux avec une centaine d'enquêteurs qui étaient toujours mobilisés, des enquêteurs qui viennent de différents services, qui indiquait également que 2 magistrats instructeurs étaient mobilisés. Elle a tenu à saluer la mobilisation de tous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis ce vol spectaculaire. Et évidemment, elle a donné davantage d'informations sur les 2 suspects qui sont à l'heure actuelle mis en examen et qui vont être placés en détention provisoire par le juge des libertés et des détentions. Et à vous, Julie. On revient en plateau avec vous, Ludovic. On a pu entendre la procureure, effectivement, énumérer tout le travail de longue haleine qui a été fait par les différentes antennes, les brigades, les policiers, le côté scientifique et aussi ce travail, finalement, qui a été fait. Il a été souligné de manière très appuyée par la procureure aujourd'hui. Oui, elle s'est félicitée d'avancées majeures à mettre au crédit du travail et de la mobilisation importante de tous les services de police, dont beaucoup d'enquêteurs, dont beaucoup d'ailleurs de dirigeants siégeaient à ses côtés lors de cette conférence de presse. Elle a parlé de 150 prélèvements ADN, des expertises nombreuses et effectuées dans un temps record juste après, des investigations cyber de l'exploitation de très nombreuses bandes de caméras, les interpellations effectuées par la BRI, 189 scellés en tout, etc. Alors maintenant, on en apprend un peu plus. Quand elle parle d'avancées majeures, on reste un peu sur notre faim parce qu'il n'y a toujours pas de bijoux. Alors elle dit qu'elle veut garder l'espoir qu'ils soient restitués. On espère tous qu'ils n'ont pas été fondus parce qu'on sait qu'ils sont invendables dans l'état et que si jamais on veut vendre les pierres ou l'or, si on le fond, là il devient intraçable. Donc on espère que ça n'a pas eu lieu. Elle l'espère aussi. Bon, on verra. Après, pour le reste, on comprend tous qu'elle ne peut pas en dire trop. Et elle l'a rappelé lors de sa conférence de presse parce qu'elle parle d'au moins 4 malfaiteurs. Donc on sait qu'il y en avait 4 sur place, dont 2. On va y revenir, et qui ont été interpellés, mais il y en aurait peut-être d'autres qui n'étaient pas sur place, qui auraient peut-être commandité l'opération. Voilà, tout ça, on n'en sait rien, mais ce qu'elle dit, c'est que, étant donné que les autres membres de cette association de malfaiteurs, on va dire, peuvent écouter ce qu'elle est en train de dire, ça pourrait après fausser les déclarations des uns et des autres, ça pourrait gêner l'enquête. Donc elle n'a pas pu en dire trop, mais sur ce qu'elle a dit, ce qu'on a appris de nouveau, c'est pas énorme, mais sur ces 2 hommes qui ont été interpellés, alors que c'est confirmé, l'un algérien originaire d'Aubervilliers, âgé de 34 ans, a bien été interpellé à Roissy alors qu'il se rendait en Algérie sans visiblement avoir l'intention de revenir puisqu'il ne s'agissait que d'un aller simple. L'autre, contrairement à ce qui avait été avancé dans la presse, n'a pas été interpellé dans un aéroport, lui, mais à son domicile à Aubervilliers. Lui, il est âgé de 39 ans. Le premier était connu des services de police pour des faits de délinquance routière et un vol. Le second, pour des vols aggravés, dont un vol dont il a parlé lui-même visiblement, avec une voiture bélier contre un distributeur de billets. Le premier, son ADN a été retrouvé sur un scooter, et le second, son ADN a été retrouvé sur la vitrine et sur des objets abandonnés. Donc ce qu'on avait compris, c'est que ces 2 hommes
exercer leur droit au silence. Visiblement, ils ont quand même commencé à se mettre à table, si vous passez l'expression, puisqu'ils ont partiellement reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ça, c'est ce qu'a dit la procureure. Ils ont donc été déférés, ils sont mis en examen. Donc voilà ce qu'on sait. On en apprend un peu plus aussi sur le parcours de ces malfaiteurs, de ce commando, comme la procureure le surnomme, avec le vol de ce camion nacelle qui a eu lieu le 10 octobre dans le Val d'Oise. Camion nacelle dont on apprend que les malfaiteurs ont essayé de l'incendier au moment de la fuite, mais que c'est l'arrivée des forces de l'ordre qui les en ont empêchés. Tout le parcours a pu être reconstitué grâce au visionnage vidéo. Avec donc d'abord des 4 hommes qui se rassemblent quelque part, qui se réunissent avant d'aller commettre le vol. Après, ils fuient en scooter vers les quais de Seine où ils trouvent d'autres véhicules qui les attendaient. Et après, ils fuient vers l'Est parisien. Donc on a pratiquement tous les éléments. Et on dirait vraiment un heist movie, comme on dit en anglais. Donc un casse, on est un peu dans Ocean's 11. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais, encore une fois, la procureure en sait beaucoup plus actuellement, mais elle retient effectivement les informations. On rappelle d'ailleurs que la justice s'était émue des informations qui avaient pu paraître dans la presse. Ludovic, forcément, on se pose plusieurs questions, notamment le fait qu'il puisse y avoir ou pas des commanditaires. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce sont les gens qui ont eux-mêmes effectué soit le vol, soit qui ont aidé à faire fuir sur les pilotes de scooter, soit il y a quelqu'un d'autre derrière qui a commandité l'opération. Et un autre élément que j'ai oublié de vous dire, qui est intéressant, ça aussi, c'est quelque chose qui a pu être sorti dans la presse, comme quoi les malfaiteurs auraient pu bénéficier de complicité en interne. Ça c'est exclu à ce stade par la procureure. Donc ça, c'est quand même aussi un élément nouveau intéressant à rappeler. Donc, commanditaire ou pas, on ne saura pas s'il s'agit d'une personne en dehors de ces 4 malfaiteurs ou pas. À ce stade, la procureure parle d'au moins 4 malfaiteurs. Parce qu'effectivement, le portrait robot, en tout cas, que nous a dressé la procureure de la République aujourd'hui, pour l'instant, rien n'indique, ou en tout cas, on ne comprend pas pour l'instant pourquoi ces 2 hommes auraient participé à ce commando. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a aussi 2 autres malfaiteurs qui restent à identifier. Voilà. Alors, est-ce que la police a déjà des indications, des informations sur eux? Est-ce qu'on est proche d'interpellation? Ça, évidemment, elle n'a pas pu en dire un mot. Effectivement, le profil de ces 2 hommes qui, eux, ont été interpellés et qui ont commencé à partiellement reconnaître les faits correspond plus ou moins à ce qu'on avait compris, ce qu'on avait décelé grâce aux fuites dont vous parlez, et qui ont été en creux, effectivement, dénoncés par la procureure lors de sa conférence de presse. Donc on rappelle que les 2 hommes, la procureure l'a indiqué, viennent de la même commune, en Île-de-France, Aubervilliers. À quoi pourrait ressembler l'enquête maintenant, Ludovic? C'est difficile à dire. Il faut que les services continuent de se mobiliser et de travailler de manière aussi efficace qu'ils l'ont fait, puisqu'on a quand même 2 interpellations qui visiblement ont fait mouche, puisque les ADN matchent, comme on dit. Maintenant, il faut à tout prix retrouver les autres malfaiteurs le plus rapidement possible et espérer remettre la main sur les bijoux. Et on le rappelle, la procureure, elle a lancé un appel pour que ces bijoux soient de retour. Elle a évoqué effectivement une perte inestimable pour la nation française. Oui, alors on a une estimation de 88 millions d'euros, mais en réalité, le dommage est moral. Et elle a dit qu'il fallait que ces bijoux soient rendus au Louvre et soient rendus à la nation. Effectivement, elle a bien compris le dommage plus que matériel que cet événement représente, pas seulement pour la France, mais dans le monde entier, étant donné le poids symbolique qu'occupe le musée du Louvre dans le monde. Maintenant, encore une fois, ces bijoux, il ne faut pas qu'ils soient fondus, il faut qu'ils restent en l'état, et c'est en l'état qu'ils ont cette valeur matérielle, symbolique, sentimentale, ce qu'on veut. Et quant au reste, parce qu'on avait aussi parlé de cette couronne de génie qui avait été abandonnée lors de la fuite des malfaiteurs et qui a été brisée, d'après la procureure qui a cité la directrice du Louvre, le reconstituer sera difficile. Mais même si c'est possible, ce sera quand même difficile. Donc compliqué pour finalement le Louvre de réparer ce qui a été abîmé durant ce vol. Je vous rappelle que ce vol est estimé à 8 millions d'euros et cela a fait le tour du monde, car le musée du Louvre est l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale. Et désormais, les touristes se font photographier devant la fenêtre par laquelle les voleurs sont entrés. Le récit de nos confrères de France 2.
S'il y a un endroit où faire un selfie à Paris, c'est devant le Louvre. On est venu d'Allemagne pour voir ça. Ça donne de l'inspiration. On prépare notre casse pour l'an prochain. La Fenêtre est devenue l'épicentre du tourisme dans la capitale. De jour comme de nuit, le nouveau mystère de Paris amuse les touristes de toute la planète. C'est une fenêtre célèbre du Louvre, je pense, à cause du cambriolage. C'est juste une fenêtre, hein? Oui, mais c'est une fenêtre célèbre. C'est une étape obligatoire. Pas sûr que ça vaille la Joconde, mais c'est à voir. C'était comme un film, mais maintenant je peux voir ça et c'est triste. Alors ce ne sont pas des catacombes ou une ruelle sombre, mais un quai de Seine, théâtre d'un fait divers au grand jour. Ça cache une histoire, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est même des endroits où n'importe où dans Paris où ça se voit pas, mais il y a une histoire derrière, je pense que c'est ça qui est un peu drôle aussi. Et qui dit histoire, dit guide touristique avec micro et anecdotes. Ils sont montés comme ça, tranquillement, par le mont de Charge. C'est une nouvelle attraction, ouais. C'est ça. Parce que tout le monde voulait venir ici pour savoir un peu plus de l'histoire. 10 jours après le cambriolage, on peut même trouver là quelques touristes ingénus, confiants quoi. Ce serait bien de trouver quelques diamants qu'ils auraient pu perdre en partant. Au-delà de cette fenêtre relativement quelconque, on trouvera aussi dans le quartier 2-3 choses pas inintéressantes à aller voir.